bienvenue tout le monde à notre session 7 pour notre série de webinaires sur le jardinage avec M. Corotte. Aujourd'hui, on va parler à propos des cocombes, des citrouilles puis des gourdes. Comment faire pousser, parce qu'il y a des petits trucs puis toutes sortes de petites astuces que j'ai trouvées au cours des années pour améliorer la performance de ces légumes-là. C'est un légume qui est assez facile à faire pousser si on peut surmonter certains petits obstacles. C'est ça, on parle aujourd'hui, comme j'ai dit, des cocombes, des citrouilles puis des gourdes. Euh, le nom de la famille de plantes, c'est des cucurbitacées. Euh, Tu sais, ça comprend plusieurs différents légumes. Il y a comme 6 ou 700 différentes variétés de ces légumes-là qui prennent toutes sortes de différentes formes. Ici, dessus l'image, on a une photographie, une fleur mâle. On va avoir une fleur femelle tout à l'heure, on va montrer ça. Mais ici, c'est ça que ça ressemble. C'est ça la différence. La fleur mâle a juste un pistil comme ça au milieu. Puis lorsque c'est qu'on va aller chercher pour assurer la pollinisation, on va aller, on va se servir de cette partie-là de la fleur. On commence nos cocombes au printemps, mais c'est, c'est une plante qui est vraiment fragile. Et là, ils ont des racines vraiment minces, des petits filaments très, très, très minces qui sont très fragiles. Ça fait qu'ils ne réagissent pas bien à être transplantés. Ça fait que c'est bien meilleur de planter nos graines de cocombe directement dans la terre. Au printemps, on va attendre après le 24 de mai. Le 24 de mai, en moyenne, c'est notre dernier jour de gel. Il y a beaucoup de monde qui va attendre après la pleine lune du mois de juin avant de semer des plantes fragiles de haut. Ça fait que moi, en average, pour moi ici, c'est à peu près le 10 de juin qui est de plus ou moins safe. Ça peut encore arriver, par exemple. Au Nouveau-Brunswick, le climat par ici est pas mal volatile. C'est dur à dire qu'est-ce que c'est qu'on va avoir. Ça fait que c'est une bonne idée d'avoir de la protection. Qu'est-ce que c'est qu'on va planter nos plantes qui sont fragiles, comme les cocombes, peuvent pas endurer de gel en tout. Ça fait que c'est vraiment important de protéger contre ça. Si on sème nos graines de cocombe dans des pots à l'avance, si on veut prendre un petit peu comme de l'avant dans la saison, puis qu'on a une petite serre, ou bien qu'on a des petites hoop houses, ou bien tu sais, là, des différentes structures pour protéger contre le gel comme ça, on peut commencer nos cocombes dans des pots à la maison, mais il faut faire attention de ne pas la laisser, la laisser venir trop grande, trop mature dans le pot. Sur la photo à la gauche, là, ici, on voit les deux premières feuilles qui sortent de la graine, les feuilles corticales qui sont comme, c'est comme partie de la graine. Ça, c'est pas des vraies feuilles. Mais quand c'est que la cocombe sort sa première vraie feuille, c'est ce ton-là qu'elle devrait être plantée de haut. Euh, Ça prend à peu près 2 semaines du temps qu'elle a germé, autant qu'elle a sa première feuille comme ça. Ça fait que c'est meilleur de planter, c'est qu'on va les planter là. Euh, Moi, d'habitude, je plante des graines dans des pots le 24 de mai à la maison, puis je les transplante de haut le 10 de juin, puis le 10 au 15 de juin, quelque chose comme ça. J'aime d'avoir une coupe de plantes en réserve à la maison, puis je vais les semer de haut. Puis si, comme il y a des trous, ben là, je vais prendre les plantes que j'ai commencées à la maison, puis je vais les mettre dans ces trous-là. Si vous allez acheter des plantes de concombre au Garden Center, puis c'est toute une grande plante, une grande tige avec des fleurs dessus, achetez-les pas. C'est trop mature. Le concombre va être beaucoup stressé quand vous le transplantez. Elle essaye de faire du fruit, puis elle n'a plus d'énergie assez pour rétablir le dommage qu'on crée à ses racines. Puis ça crée une situation qui va juste attirer les mauvaises bébites,
des cucumber beetles, par exemple. C'est ça qui arrive. Beaucoup de monde plantent leurs concombres trop matures, puis ils sont stressés, ils dégagent des senteurs qui attirent des cucumber beetles, puis ça se fait wiper out, puis on pense, ben, c'est le cucumber beetle qui est le vilain. En réalité, oui, c'est un vilain, mais c'est un vilain qui prend avantage d'une plante qui est en détresse. So, c'est pour ça que je trouve que c'est important de mentionner. Tu sais, là, les cocombes, on ne veut pas qu'ils soient trop grands quand on les transplante. Tu sais, là, quand ils sont petits, comme vous voyez sur l'image, les deux petites cortical leaves, puis une feuille qui pousse. Donc, ici, c'est la deuxième petite feuille qui commence à sortir. Là, ben, il est temps qu'elle soit dehors. Ici, c'est des graines que j'ai semées directement dans le jardin. Puis vous voyez, c'est là, celle-là, puis il y a une autre tout petite qui fait juste de craquer là, à travers de sa coquille là, pour sortir. So, là, c'est ça qu'on cherche pour. C'est une petite, belle petite plante taille qui est vigoureuse encore. Puis c'est ça, c'est qu'on la plante au bon ton, à le bon niveau de maturité, elle va pouvoir pousser avec plus de vigueur, puis être capable de mieux se défendre contre les petites bébites qui vont venir l'attaquer. Sur comment est-ce qu'on prépare le jardin? Ben, des cocombes, puis des citrouilles, des zucchini, toutes ces plantes-là, c'est des plantes qui sont extrêmement gourmandes. Ça fait que je trouve difficile de lui donner trop de fumier ou trop de compost. L'image à la gauche, c'est mon poulailler. Vous voyez comme on creux qu'un nom d'accumulation de crottes de poule, mais elle est 50-50 avec des feuilles d'automne. Comme j'ai mentionné dans d'autres sessions, moi, je collectionne les feuilles d'automne. Quand c'est que les gens ramassent les feuilles, puis les mettent dans des sacs, puis ils mettent ça au bout du chemin, ben moi, je ramasse tout ça, j'amène ça à la maison. Ben, vous voyez dans la photo là, c'est là où est-ce que ça va, puis vous voyez comment on crut que ça s'accumule. Ça, c'est de l'or tout pur pour le jardinage. Euh, c'est c'est du fun. Mes poules me produisent des œufs. Je trouve ça du fun. J'aime ça de manger des œufs. Mais la raison que j'élève des poules, c'est pour le fumier. Un jardin n'est pas capable d'être productif sans avoir suffisamment de nutrition, de compost, de fumier, des choses comme ça. Ça fait que pour moi, j'élève des poules pour être capable d'avoir assez de fumier pour fournir à mon jardin, enrichir la terre pour faire la production du reste de mes légumes. Puis j'ai des œufs pour gratuit. Je vends le surplus de mes œufs. Ça paye la feed. Puis comme moi, ça vient à break-even, là, tu sais. Puis là, ça me donne en masse de fumier, de compost, puis de fertilité pour gagner ma terre en pleine production à tous les ans, sans que ça me coûte un cent out de ma poche pour tout. C'est juste qu'il faut mettre l'ouvrage. Puis, il va dire de quoi, quand tu grattes là-dedans, là, c'est pas tout le temps plaisant. Il y a des senteurs. Puis c'est souvent, il faut que je donne crédit. Jusque c'est que le crédit va, mérite. Ma douce moitié Bernice, c'est souvent elle qui va venir pelleter dedans le poulailler. Son sens d'odorat n'est pas si sensible que le mien. Puis moi, j'ai tendance des fois à avoir un petit peu de misère avec des certaines senteurs. Puis moi, ma chère Bernice, c'est une country girl through and through. Puis elle se gêne pas en tout de faire ces ouvrages-là. Je l'apprécie énormément. C'est pas pour dire que je fais pas d'ouvrage dans le poulailler puis tout ça, mais juste en train de dire que c'est pas rien que moi qui le fais. C'est là, je ne vais pas prendre tout le crédit pour l'ouvrage qui est fait dans le jardin. C'est ma douce moitié qui fait sa part elle aussi. Là. Elle fait beaucoup autour de la yard, puis je vais faire sûr si qu'elle watch ces vidéos ici, là, je vais gagner une coupe de points ici, une coupe de brownie points. En tout cas, l'image à la droite, ça, c'est une frost blanket. Ça fait que pour préparer mon jardin, je vais éparer du fumier comme ça une couple de semaines, un mois avant de planter mes graines de concombre. Je vais mettre une frost blanket dessus, même avant que j'ai planté mes graines, pour faire sûr que la terre ait la chance à bien se réchauffer. On ne veut pas planter des cocombes puis ça dans une terre qui est frette. Si c'est moins que 10 degrés Celsius, ça ne va pas vouloir germer, puis ça ne va pas donner des bons résultats. Souvent, s'il y a des germinations, ça sera comme faible.
puis ça ne sera pas fort. Des fois, les graines vont même juste pourrir avant de germer. Ça fait que c'est important de réchauffer la terre avant le temps. So, une petite frost blanket comme ça agit comme une petite serre. Ça arrête la gelée de toucher la terre, d'affecter les plantes, même s'il y a une petite gelée qui se passe protégée de là-dessous. Nos petits semis de cocombes vont probablement survivre. Il faut faire sûr qu'il y a un espace entre la couverture et la petite plante pour que c'est l'espace d'air entre les deux qui fait l'insulation. OK? So, c'est important si on a des graines, des plantes qui commencent à pousser, aussitôt qu'elles commencent à toucher le tissu, il faudrait mettre des petits poteaux, des petites houppes ou quelque chose pour lever le tissu un petit peu pour qu'il y ait un contact physique avec les plantes. Comme ça, on a une meilleure protection et un bien meilleur rendement. Je trouve aussi de laisser les plantes dessous le frost blanket la plupart du mois de juin, tandis que les plantes sont petites et qui n'ont pas encore des fleurs, ça aide à permettre les plantes de pousser une certaine grandeur avant que les cucumber beetles soient capables de les trouver. Quand ils sont tout petits, puis ils sont juste germés, ils sont encore fragiles un petit peu, puis ils pourraient être attaqués. Mais quand c'est qu'on a une barrière physique comme ça nous crée c'est une protection physique. Là, là, les cucumber beetles ne sont pas capables d'embarquer dessus. Puis même s'ils commencent à fleurir un petit peu de là-dessous, les premières fleurs vont être des mâles. Puis ça fait qu'on n'a pas de souci pour la pollinisation tout de suite parce que c'est la plupart du temps, seulement des fleurs mâles au début. Les fleurs femelles vont venir un petit peu plus tard dans la saison, dans une autre couple de semaines. Ça fait qu'on peut garder, là, tu peux laisser les plantes pousser une bonne size un petit peu là, avant de les découvrir, puis laisser les abeilles avoir accès aux fleurs. C'est une bonne chose de laisser, comme on peut laisser des cocombes grammer à terre, comme j'en fais beaucoup, comme mes mères d'aigle à Fun Saint-Charles, et elle, c'était tout, il n'y avait rien qui était grimpé sur des trellis, c'était tout poussé à terre, puis on a là-dedans, c'était comme des straight eight qu'elle faisait pousser, là, des cocombes à slicer sur la table, puis on allait tout le temps là-dedans raider ces patchs à cocombes, puis on se cachait, on était petits, là, on pouvait se cacher, les feuilles étaient comme gros comme ça, puis tout, tu vois, c'était le top de nos têtes qui stick out avec la salière en train de grader les cocombes. Mais ce qui arrive avec à terre, c'est que le cocombe, c'est qu'il est assis à terre, dessous le cocombre, il va souvent avoir une patch qui est pâle et vert, pâle, peut-être même blanche, jaune, blanc. Elle est au contact directement avec la terre sur de la saleté, des limaces, tu sais, là, il y a des affaires qui peuvent affecter le cocombe. Puis aussi la tige, les feuilles, il y a des fois il y a des blights. Pareil comme des tomates, ça agit un petit peu différent, ça fait des taches blanches, à la place des taches jaunes et brunes. Mais il y a des blights, les cocombes sont aussi vulnérables à des blights. So, c'est une bonne idée de faire grimper nos cocombes. Ça fait nos cocombes plus longues, minces. Comme ici, j'ai la photo à la droite, j'ai des English cucumbers, des burpless. Ben, si tu veux que ton cocombe pousse droite, puis qu'il soit vert uniformément tout autour, tu le fais grimper comme ça. Puis là, tu as un beau cocombe droite qui est clean, qui est propre puis qui a une belle couleur. La peau, la chair a une belle texture. Puis il y a beaucoup moins de blight, puis d'affect. Il est moins affecté par toutes les petites bébites, puis les flea beetles, puis les affaires qui se promènent à terre. So, ici, j'ai des trellis qu'on se sert des autres ici. Il y a toutes sortes de différentes manières. On a fait des tipis avec des branches déjà, puis juste prendre une ficelle, puis faire le tour à monter, puis faire grimper les cocombes là-dessus. Ça marche très bien. Ici, on a mis des T-posts, puis on a quelque chose comme, c'est comme les grilles qu'on utilise pour faire les fondations de ciment, là, pour que ça s'aille, pour donner de la structure au ciment, pour pas qu'il craque. Ben, c'est ça que j'ai utilisé ici. J'ai juste zip taillé ça à mes T-posts. Euh, je trouve que c'est une bonne structure solide qui va arrêter, parce qu'il faut faire attention que la plante de cocombe flagosse pas trop dans le vent, parce que comme les racines, comme j'ai mentionné tout à l'heure, elles sont délicates, sont fragiles, c'est des petites filaments minces, qui sont facilement brisées. Puis si que la tige est brisée ou que le trellis tombe ou est poussé d'un bout ou d'un autre par le vent, il pourrait briser les plantes. Ça m'a déjà arrivé quand tout un trellis a tombé, puis tout arraché toutes les plantes qui étaient toutes sur ce bord-là. Puis j'ai quasiment tout perdu mes plantes de cocombe.
C'est ça. Non, c'est ça. Comme vous voyez là, la manière que je set ça up, c'est pas mal simple. Puis je trouve que ça marche vraiment bien. Mais il y a plusieurs, juste d'autres méthodes aussi là, pour faire des trellis. Mais c'est mon favorite. Euh, c'est une bonne idée d'élaguer des feuilles pour avoir une meilleure pollinisation des fleurs. Comme vous voyez à l'image à la gauche, ça, c'est une plante je crois que c'est des cocombes, celui-là. Euh, on voit une fleur. Sur une abeille qui se promène, qui veut venir polliniser nos fleurs, puis que les fleurs sont complètement cachées par les feuilles, on n'a pas une bonne pollinisation, puis on se demande comment se fait qu'on n'a pas de cocon. Ben, c'est pour ça. Ça fait que vous voyez ici, il y a des feuilles qui sont abîmées un petit peu, qui sont brisées, qui sont vieilles, qui ont des trous de bibites. Ben, on peut l'enlever, là. On peut l'enlever un petit peu ici et là, enlever les pires, les moins belles, laisser les feuilles qui sont les plus fortes, les plus belles sur la plante, juste pour les amincir un petit peu. La plante à la droite, puis vous voyez qu'on fait juste de finir de pruner, c'est zucchini. Puis sûr, on peut commencer à voir dans le milieu de la plante. Là, puis là, quand c'est que les fleurs sont là, les abeilles sont capables de les trouver. Puis on a un meilleur rendement de pollinisation, puis on a des meilleurs fruits. On s'aperçoit des cocons ou des zucchini que tu vois que c'est comme à faire un tout petit zucchini gros comme ça, puis à pourri avant de grossir. Ou bien donc, il y a le bas grossit un petit peu, mais le bout il reste mince, puis ça fait comme une Mhm, drôle de shape de zucchini. Mais mhm. ça, c'est une pollinisation incomplète. Puis c'est causé par ça. C'est souvent que on, les abeilles sont juste pas capables de trouver les feuilles, les fleurs. Les fleurs sont là, ben, elles sont cachées en arrière des feuilles. Pruner un petit peu, ici et là, enlever les vieilles feuilles, les grosses feuilles maganées, puis laisser de la place qu'on puisse, si vous pouvez voir les fleurs à travers, les abeilles les trouveront aussi. Puis ça donne une meilleure shot. Les plantes de cocombe sont capables de handler un petit peu de pruning comme ça, là. Sur les fameuses cucumber beetles, on en a parlé un petit peu la semaine passée ou la 2 semaines passées, quand on a parlé à propos des bonnes bibites et les mauvaises bibites. Celle-ci, c'en est un des vilains. Comme vous voyez, il y a moins ça de passer leur temps dedans la fleur. Puis la fleur à la gauche ici, vous remarquez si vous regardez dedans, c'est une fleur femelle. Alors, les différentes formes, le mâle, ça ressemble à un pétaux. Je ne vais pas dire quoi c'est que ça ressemble, mais la partie femelle semble un petit peu plus comme un cerveau, comme une petite brain là-dedans. Il y a différentes formes plus arrondies. Puis c'est ça. Quand ce que c'est, on a du dommage un petit peu de même aux fleurs. Ils sont là-dedans, eux. Ils sont en train de polliniser la fleur. Ils sont en train de se promener d'une fleur à une autre. Mais les cucumber beetles, ils mangent les tissus, puis leur fumier, leur déchets solides, on va dire. C'est actually ça, il y a des bactéries, des fungus, et puis des affaires dedans qui causent des maladies aux cocombes. C'est pour ça que c'est si désastreux. C'est pas seulement que la bébite mange la plante, mais c'est son fumier en train de rendre la plante malade puis moins vigoureuse. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment important. Surtout une plante qui est stressée, elle va attirer les cucumber beetles. Les plantes qui sont plus vigoureuses, il y en aura un petit peu alentour. Tu vas tout le temps voir des cucumber beetles dans le jardin, tout probable. Mais une fois que le concombre a pu gagner un niveau de maturité plus élevé, parce que c'est qu'elle est plus grande, plus vieille, plus forte, le cucumber beetle n'est pas capable de lui faire autant de dommages. Quand c'est que la plante est toute petite comme ça, là, ben, elle a comme 5 feuilles, puis ses premières 2 fleurs, là, ben, souvent, là, c'est une bon ton de lui donner un petit pouf-pouf de terre diatomée, juste pour réduire la population des cucumber beetles, puis donner la chance à la plante à grossir assez pour commencer à se défendre elle-même. Un autre, c'est squash vine borer. Je ne sais pas sûr ce qu'il est le nom en français. C'est un moth, un papillon de nuit. Vous voyez son image à la gauche ici. C'est un beau papillon. C'est une belle bébête. Elle est très jolie, mais elle pond des œufs sur la tige de la vigne. Puis comme vous voyez à l'image à la droite, les larves consomment le dedans de la tige. Des fois, ils sont dans la tige de la feuille, puis ils vont travailler jusqu'à temps qu'ils se rendent dedans la tige, la main tige.
la plante, puis elle va juste complètement la détruire, la tige peut casser, ça pourrit là-dedans. C'est pas mal difficile. Puis parce que la larve est en dedans de la plante, c'est difficile, une fois que la plante est infectée, d'aller puis l'enlever. On peut couper, prendre un exacto, couper la tige. On veut couper sur la longueur, pas de travers. Sur la longueur de la tige, on peut faire une slice de même, puis la rouvrir, puis rentrer avec des tweezers, puisqu'on voit qu'il y a du dommage. Des fois, tu vas avoir un trou, là, puis du stuff qui sort, là, ben, tu peux couper sur l'autre du trou à monter. Puis là, tu peux rouvrir la tige un petit peu, regarder dedans, prendre des tweezers, puis physiquement enlever les larves de là. Mais une bonne méthode préventative, c'est quand ce que la plante est jeune, puis on est en train de la protéger du cucumber beetle, ben, avec la terre diatomée. La terre diatomée va aussi attaquer ou nuire au squash vine borer. Le papillon va se poser sur la plante pour pondre ses œufs, puis elle va avoir ça dessus elle, puis elle va pas bien survivre. Là. Ça va la maganer. Mais une fois que la plante est plus mature, puis les larves sont plus matures, il faut vraiment comme rouvrir la tige. La raison qu'on fait une coupure sur le long de la tige, puis pas contre le grain, 90 degrés, c'est qu'il y a toutes sortes de vaisseaux qui passent des liquides, puis comme ça, si tu coupes de travers, tu coupes plusieurs vaisseaux qui laissent les liquides passer. Si on ne veut pas faire ça, on coupe sur la longueur, puis on va juste briser un vaisseau ou une coupe de vaisseaux sur la verticale, puis là, tu peux l'ouvrir, puis le restant de la tige est quand même capable de passer des liquides de la racine aux feuilles, puis aux fruits, puis toutes ces choses-là. C'est comme ça qu'on peut faire ça. Moi, parce que c'est que j'utilise la terre diatomée, j'ai rarement, j'ai vu, j'ai été affecté par le squash by Vor comme c'est une ou deux fois dans mes 20 ans, là. Avant que j'ai commencé à utiliser la terre diatomée. Depuis ce temps-là, moi, je le vois pas. Mais il y a des certains jardins, comme le jardin communautaire à Boctouche, par exemple, ils vont arrêter de faire pousser des cocombes cette année parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le squash blind borer pour les derniers 2, 3 ans. Pour cette année, pour essayer de briser le cycle de vie, ils vont choisir de ne pas permettre personne de pousser des cocombes dans leur jardin pour, tu sais, là, qu'il n'y a pas de place pour sa bébête-là à faire ses œufs cette année, puis souhaitons que l'année prochaine, ça sera meilleur. Ceci, c'est le produit que je parle about. La terre diatomée, il y a différents brands, puis ça, c'est juste ça donne, c'est ça le brand qui était disponible dans le magasin dans le jour que j'ai arrivé pour chercher une solution à mes problèmes. EcoWay Bug. C'est un produit, c'est basé sur les carapaces de bébites microscopiques qui vivent de la mer. Leur carapace, c'est comme du silica, c'est comme du sable ou c'est quelque chose. Ça sombre, puis ça agit comme de la vitre cassée, microscopique. C'est là. Pour une bébite, quand ce que c'est qu'elle marche à travers de sa poudre-là, ça rentre dedans les plis de ses bras, de ses pattes, puis ses ailes, son cou, toutes les parties qui bougent sur sa carapace, ça irrite, ça brise la carapace, puis ça permet les liquides du don de la bébite à sortir. La bébite vient euh, déshydratée. Puis ça la tue, ça l'élimine. C'est pas une chimie qui est toxique pour le reste de nous autres. Euh, j'ai peut-être mentionné dans le passé, mais c'est un produit quand même qu'il y en a du monde qui a une version de ce site qui consomme comme un supplément pour leur diète, comme une vitamine. C'est pas de quoi qui est toxique là, pour nous autres ou pour les animaux, mais pour les insectes, ça affecte tous les insectes, incluant les abeilles. Comme sur la peau, ça ne brûle pas. Mais dans des places tendres, comme dans les yeux, dans le nez, dans les poumons, ça ne fait pas du bien. Mais il faut faire sûr qu'une fois qu'on commence à avoir une plante qu'on veut que les abeilles viennent polliniser les fleurs, il faut qu'on arrête le traitement de terre diatomée. Pour moi, c'est souvent quelque chose que j'utilise au début de la saison seulement lorsque les plantes sont tout petites, vulnérables aux bébites, des attaques. Ça va arrêter toutes sortes d'affaires comme les flea beetles,
puis toutes les cutworms, puis toutes sortes de choses, les earwigs, les cucumber beetles, puis toutes sortes d'autres choses aussi. Ça réduit beaucoup la population de bébites néfastes. Puis ça donne une chance à la plante à grandir, à devenir plus mature. Une fois plus mature, elle a des plus grosses racines étendues. Elle est capable de faire plus de chimie dans ses tissus, changer son goût, puis l'odorat qu'elle va envoyer dans l'atmosphère pour se rendre plus désagréable aux insectes. Les bébites aiment des petites plantes fragiles, délicates, puis elles goûtent à bon, puis ils sont vulnérables. Ça fait qu'ils prennent davantage de ceux qui sont vulnérables, ces bébites-là. Ça fait qu'ils méritent le traitement de terre diatomée, de mon opinion. Comment est-ce qu'on fait pour entreposer nos citrouilles, puis nos courges, puis toutes nos affaires à la fin de la saison? Il faut les faire sécher. Ça fait que moi, j'aime de les prendre puis les cueillir avant que les gelées fessent, si possible. Euh, une petite gelée sur nos citrouilles les fait goûter un petit peu mieux, un petit peu plus doux, mais elles ne durent pas si longtemps. Si on veut les entreposer dans la maison, comme vous voyez ici dans l'image, je fais pousser beaucoup de butternut squash, des spaghetti squash aussi, c'en est d'autres. Ici, il y a des red curry, puis des mother hubbard, puis des affaires aussi, là. Mais des winter squash, comme qu'appelons, quand vous achetez vos graines, ils vont dire que c'est un winter squash ou un summer squash. Le winter squash, les courges pour l'hiver, c'est de quoi qui peut durer quasiment tout l'hiver. C'est souvent que moi, je vais en avoir, puis ça va me durer jusqu'au printemps. Souvent, je vais prendre même les graines de mes dernières citrouilles, puis c'est ceux-là que je vais planter dans le jardin. Si on poussait tout seul, ceux-là qu'on poussé parmi d'autres sortes de citrouilles, ça fait de cross-pollination, là, comme il y a du pollen d'une type de citrouille vont affecter un butternut squash, disons, puis changer l'allure de les descendants de ces graines-là. So, je n'utiliserai pas nécessairement ces graines-là. Mais si j'ai un champ puisque c'est qu'il y a une sorte de citrouille qui a poussé tout seul, là, c'est safe de garder les graines. Les graines vont être true type, la prochaine génération va ressembler à leurs parents. So, on sait qu'on va avoir. Puis c'est ça. So, c'est bon de les cueillir avant la première gelée, les mettre en quelque part dans le soleil pour laisser sécher un petit peu. Ça que ça fait, c'est que ça réduit un petit peu le montant d'eau qui est dans la courge. Elle vient plus tight. La peau vient plus dure. Euh, puis c'est ce temps-là, comme après 10 à 14 jours de même de haut dans le vent, dans le soleil, c'est curé. Puis là, on peut l'amener de la maison, les entreposer pour le reste de l'hiver. Si on veut les entreposer pour l'hiver, c'est pas une bonne idée de les stacker toutes dans une bunch. OK? C'est important de les entreposer avec l'espace tout autour de chaque légume qui ne se touche pas l'un à l'autre. Puis, si on les met sur des étagères, c'est comme des grilles ou que l'air peut passer à travers d'une étagère, là, tu sais, là, moi, j'utilise des shelves en plastique qui ont tous des trous dedans. Puis, comme ça, l'air circule tout autour. Il ne faut pas que les citrouilles, puis ça, que la peau vienne humide, ça fait pourrir. Puis on cure pas les légumes qui ont été abîmés. Quand ce que c'est qu'on est en train de récolter, c'est qu'on brise la peau, elle est bruisée, il y en a une qui a tombé, qu'elle a un bruise, elle est marchée un petit peu. Ça va pourrir avant de curer, puis pour avoir pas préservé longtemps. Ça fait que ceux-là qui sont abîmés, c'est ceux-là qu'on mange tout de suite. Puis des fois, on va les mettre, nos faire cuire puis nos mettre à geler pour l'utiliser plus tard.